Avec vous pour commenter l'actualité aujourd'hui, Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Bonjour. Jacques Miard, bonjour. Maire LR de Maisons-Laffitte. Jean-Claude Beaujour et bonjour à vous. Bonjour. Avocat, vice-président de l'association France-Amérique. Et Mehdi Ouraoui est en ligne avec nous depuis le Pays Basque. Bonjour, vous êtes essayiste et spécialiste du discours politique. Tiens, ça me fait penser, vous avez vu Camille Pascal qui était la plume de Nicolas Sarkozy, qui devient la plume... Belle prise, belle prise, avec par ailleurs sans doute quelques arrière-pensées quant à la vampirisation avancée de la droite française par Emmanuel Macron. Mais ça commence, belle prise. Ça commence fort. Alors, non, il avait faim, c'est pour ça, il est allé à la soupe. Non, mais la phrase, je voudrais juste vous lire la phrase donc, de Camille Pascal. Il dit « Je vais m'occuper de tout ce qui touche à son expression, sa prise de parole, ses discours, ses éléments de langage, mais aussi sa réflexion. » Mais pas sa communication, mon Dieu. Est-ce que ça veut dire que les choses n'allaient pas jusqu'à présent? Je sais pas. Oui, c'est pas sympa pour les petits copains qui sont passés avant. Hein. Oui, puis il apparaît comme une sorte de marionnettiste qui va se... Non, c'est quoi le... Non, c'est un peu excessif. Honnêtement, la vraie question que je me suis posée en voyant l'annonce du ralliement de Camille Pascal au cabinet de Jean Castex, je me suis dit quand même, qu'est-ce qu'il va faire dans cette galère, sachant que quand même, il commence à être extrêmement reconnu comme écrivain. Il a eu il est nommé. Il est nommé pour le Goncourt. Il est dans la liste du Goncourt cette année. Honnêtement, il le dit. Il dit qu'il le fait par amitié, mais alors là, c'est vraiment quelqu'un qui jouait en Ligue 1 et qui va en National pour rendre service à un copain. Un commentaire, Nicolas. Non, mais je suis d'accord. C'est très étonnant. Ça veut dire que la politique ou l'amitié est une drogue dure, peut-être les deux. C'est quand même un écrivain qui a écrit un best-seller, d'ailleurs que je recommande à tout le monde, qui s'appelle L'été des quatre rois, qui est un bouquin formidable, qui a réussi à faire oublier d'une certaine manière son existence politique en devenant un écrivain à temps plein. Et c'est très étonnant de le voir revenir à un poste finalement inférieur à celui qu'il avait lorsqu'il conseillait directement le président de la République. Et dans un gouvernement qui tangue beaucoup plus que ça ne tanguait à l'époque. Oui, mais c'est pas nouveau. Moi, je me souviens de Victor Hugo qui faisait la cour à Louis-Philippe pour être nommé. Oui, non, mais ça c'est connu. Vous l'avez connu, Victor Hugo. C'est connu comme homme politique. Et j'ai peu d'admiration pour l'homme politique Hugo. C'est un très grand écrivain, hélas, comme disait l'autre, mais il n'en demeure pas moins qu'il faisait la cour au roi Louis-Philippe pour devenir père du royaume, ce qu'il devint, et puis ensuite il crache dans la soupe. Donc je crois que véritablement ces gens sont des plumes. Bon d'accord, là il se met au service non pas d'une politique parce qu'il va pas vraiment influer, mais du discours. Et en général, vous savez, il y avait un jeune agrégé sachant écrire qui avait été la plume de général de Gaulle, et de Gaulle ne reprenait pas un mot. Et de Gaulle a eu ce mot parce que l'autre lui a présenté sa démission en disant « Moi, je vais contre ». Voilà, donc peut-être qu'il va avoir aussi le résultat identique où Macron va aller contre et il ne restera pas un mot de ce que cet écrivain lui aura préparé. Précisément, si on se pose la question de quelqu'un qui était en première, vraiment au-dessus et qui passe en dessous, c'est peut-être qu'il y a autre chose. Et l'attraction du pouvoir dans notre système, qui est un peu... On parle de monarchie républicaine. Approcher le roi, approcher le monarque, c'est quelque chose qui... Le toucher et dire qu'on a l'oreille du monarque, c'est une force de frappe considérable dans notre système. C'est peut-être cela. C'est les papillons attirés par la lumière. Qu'on peut écrire, parce qu'après, il pourra retourner à ses... Il passera chez Mélenchon. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un peu de marge. Il y a un peu de marge. Il y a un peu de marge. Mehdi, alors on fait notre petit tour de table. Ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Mehdi, vous aviez envie de nous dire quoi? Moi, ma sensibilité politique est plutôt connue. Parce que pour le coup, je donne souvent mon opinion comme essayiste, donc il n'y a pas de là-dessus. Il y a pas beaucoup de doute. Vous étiez proche de Benoît Hamon. Et je suis un homme de gauche écolo. Bon, ça fait deux choses lourdes à porter en ce moment. Bon, mais c'est absolument terrible comme mes amis politiques sont en train de construire ou de détruire peut-être, je sais pas, la gauche écolo la plus bête du monde. C'est absolument effrayant. C'est pas étonnant, c'était programmé. Non, mais dans cette période où on a des incendies, ce qu'on appelle des méga-feux un peu partout, où on a un mois de septembre absolument caniculaire, ils réussissent à se faire piéger dans une polémique sur le sapin de
Noël. Dans un moment où hier ça a été annoncé, 10 points donc une récession de 10 points, une crise majeure, des millions de chômeurs, au lieu de parler de solutions innovantes, d'un plan de relance écologique. D'ailleurs, pourquoi de relance plutôt d'un plan de transition et de mutation écologique, etc., qui sont un peu solides, ils se font embarquer dans une mutation, dans une polémique sur Obono contre valeur actuelle, ou plutôt valeur actuelle sur Obono. Ils se font embarquer chaque jour dans une polémique par Zemmour. Ils se font embarquer systématiquement. Hier, ou avant-hier, c'était les Amish. Ils sont incapables de rester structurés sur un message politique clair. Et alors surtout, le plus terrifiant, c'était quand même de voir ces jours-ci ces espèces d'universités d'été. Alors c'est le truc un peu ringard maintenant qui est complètement dépassé. C'est le truc où des politiciens se réunissent en septembre au moment où tout le monde bosse, où tout le monde est au boulot. Alors, surtout en ce moment où que ce soit les indépendants qui essaient de sauver leur boîte, que ce soit les salariés qui essaient de revenir au boulot après des mois de confinement avec les gamins qui n'étaient pas à l'école, etc., où eux vont défiler dans des universités d'été et d'où ne sort aucun programme de gouvernement. Là, aujourd'hui, maintenant, il faut arrêter. C'est un peu hors sol, effectivement. Mais franchement, moi, je suis étonné de ces remarques parce que c'était programmé à l'avance. On sait très bien qu'il y a de multiples chapelles chez les écologistes, ça tire dans tous les sens. Moi, je dirais, je salue, par exemple, j'ai entendu que le PCF s'était allié dans certaines villes avec des écolos. Bonjour les dégâts. Véritablement, on sait très bien que c'est ingouvernable avec les écolos. Malheureusement, la droite nous donne une leçon qui est quand même extrêmement intéressante. C'est que là, par exemple, sur les universités d'été, par exemple, des Républicains, d'abord, tout le monde y est allé, où il y a eu des messages d'accompagnement, etc. Mais surtout, ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils sont capables de mettre en œuvre, alors c'est une phrase de Trotsky, désolé, on a assez classique, mais c'est marcher séparément, donc une devise de Trotsky, c'est marcher séparément mais frapper ensemble. Et qu'est-ce qu'on voit depuis la rentrée ? La droite a réussi à imposer le sujet de l'autorité, le sujet de l'insécurité, ses propres thèmes, son hégémonie culturelle, alors qu'ils se détestent tout autant, voire plus, que plein de gens dans la gauche. Donc vous êtes en train de nous dire qu'on a la gauche la plus bête du monde. Ah bah là on est pas loin de... Oui, on a les écolos, peut-être qu'ils sont... Vous avez raison. Je sais pas si les Jeux Olympiques vont se tenir, mais en tout cas, on n'est pas loin de détenir leur corps, là. Alors, Jean-Claude Beaujour, pour vous. Moi, ce que j'ai trouvé scandaleux, hier, j'ai fait, pour me rendre je suis avocat, sur un dossier judiciaire, je dois aller à la Martinique. Nous sommes en France, il y a un principe de continuité territoriale, et il faut un test Covid de moins de 72 heures. Seulement, voilà, aucun laboratoire n'est capable de vous donner un test en dessous de 7 jours. On vous dit entre 7 et 10 jours. Trouvez le problème, c'est kafkaïen. Je me pointe donc à Orly. On me dit, OK, vous pourrez faire le test. Temps d'attente, 7 heures. Pire, attendez, c'est pas terminé. Ça n'est pas terminé. Temps d'attente, 7 heures. On est confiné au sous-sol de l'aéroport d'Orly. Trouvez le problème. Je trouve cela scandaleux. Que l'État ne soit pas en mesure d'assurer, la continuité du service public, 2, qu'on ne puisse pas faire des tests dans des conditions normales. Et là, j'espère que je n'ai pas le Covid. Pour vous et pour nous tous. J'espère que je n'ai pas. Mais plus sérieusement, ça peut être un foyer, précisément. En tout, nous sommes au sous-sol d'Orly. 400 personnes. On ne sait pas gérer le flux de 400 personnes. On ne sait pas dire aux gens, voici un ticket, revenez dans 2 heures, dans 3 heures, dans 4 heures. Alors qu'au passage, il y a 2 garçons qui vraiment travaillaient d'arrache-pied, qui font des tests en permanence, qui font un travail superbe, mais on ne peut pas leur demander de faire 400 ou 500 tests en 500 minutes. Nous avons un pays où il y a des ingénieurs, des médecins, des gens formidables, et nous n'arrivons pas à gérer le flux de 400, 500, 600 personnes pour faire des tests qui sont par ailleurs rendus indispensables. C'est scandaleux. Mais les aéroports, c'est une vraie question. Moi, j'ai un ami qui est venu du Brésil, il n'a eu aucun test en arrivant à Paris. Et je me suis retrouvée aussi à arriver à Orly, où on se retrouve avec des vols nationaux, des vols qui arrivent de Tunisie, des vols qui arrivent d'Espagne. Je vous le confirme. Tout le monde est dans le même couloir et 0 test. Et puis alors, pour savoir si vous devez passer la douane ou pas, contrôle des passeports, là aussi, c'est un bordel. Imaginez en 11 jours le nombre de gens que vous avez le temps de contaminer. 11 jours d'attente pour des tests à Paris. Et alors vous avez fait quoi? Vous avez attendu? J'ai attendu 7 heures. Je suis arrivé à 7 heures du matin et je suis reparti à 13h30. Et l'avion était là? L'avion est dans 48 heures et j'espère avoir le test. Vous êtes allé à Orly en sachant que c'était le seul endroit où on pouvait faire un test. Et ça désorganise, y compris le transport aérien, parce qu'il y a des tas de gens qui ne peuvent pas prendre l'avion. Il y a des Français qui sont bloqués de ce côté de l'Atlantique. C'est scandaleux.
Nous avons des moyens Vous humains. nous raconterez au retour comment ça s'est passé. Et j'ai les photos. Là, on ne pourra pas dire que c'est pas vrai. J'ai les photos. Vous nous avez montré les photos confinées, mais surtout, est-ce qu'on va vous demander ce test quand vous allez arriver en Martinique? Je verrai. Je vous dirai. Vous nous direz ça. On continue notre tour de table. Alors, vous deux, Nicolas et Jacques Miard, vous vouliez vous intéresser à l'affaire des écoutes. Alors, Jacques, peut-être commencer. Oui. Vous, c'est un coup de cœur pour l'inspection. Centre d'intérêt, monsieur le maire. Un coup de cœur pour l'inspection générale de la justice. Le travail, parce que j'ai lu le rapport hier de l'inspection générale de la justice, qui pour une fois n'a pas mâché ses mots sur ses propres collègues. C'est-à-dire sur le dysfonctionnement du parquet financier, national financier. Au passage, on note d'ailleurs que la procureure générale a refusé d'être entendue par l'inspection générale, ce qui est quand même un peu fort de café. Je suis fort étonné. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, ce rapport montre, et fait 19 recommandations, montre les dysfonctionnements du parquet financier et fait des recommandations fortes, parce qu'ils ont soulevé effectivement, je dirais, un manque d'organisation du parquet financier, qui travaille visiblement en silo et non en coopération. Et pourquoi ce coup de cœur, carrément? Parce qu'on avait l'habitude de dire, et c'est vrai, que par exemple le Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu'il a jugé des manquements de magistrats, véritablement, il ne fait pas son travail et il bute en touche, et il n'y a qu'à se reporter à l'ensemble des décisions qu'il a prises depuis 1958. Il n'est jamais véritablement très sévère. Ouais. Or, pour une fois, eh bien là, vous avez des magistrats de l'inspection qui disent les choses comme elles doivent être dites. Et ça, je trouve que c'est un premier pas de la justice dans le bon sens, parce que effectivement, comme le disait Dupond-Moretti, avant qu'il ne soit ministre. Oui, avant qu'il soit ministre. Il faut être précis. Il y a un problème de responsabilité parfois des magistrats qui peuvent être, comme nous tous, faillibles. C'est l'état de droit. Oui, mais ça n'a pas toujours été. Absolument. Ça n'a pas toujours été dans la transparence absolue. Nicolas, vous vouliez. Oui, alors moi, c'est pas lié au rapport de l'inspection générale de la justice. C'est lié, mais c'est toujours lié à la même histoire, à la même affaire Sarkozy. Les Fadettes, avec les révélations ce matin dans le Figaro, un papier de votre consoeur Paul Gonzalez, qui révèle, on le savait, les avocats ont été écoutés, épiés dans cette affaire de manière scandaleuse, et en tout cas qui porte à préjudice. Et moi, si j'ai un regret dans le rapport de l'inspection générale de la justice, c'est que ce sujet-là ne soit pas particulièrement évoqué. Mais le Figaro révèle que les journalistes ont également été écoutés, notamment des journalistes du Figaro et du Canard enchaîné. Le précédent du Figaro le disait. Voilà, et du Canard enchaîné, avec un vrai souci qui est la protection des sources, puisque les journalistes ont le droit de faire leur métier et sont protégés légalement quant aux sources sur lesquelles ils travaillent. Et ce papier est intéressant parce qu'il rappelle une chose qu'on a oubliée, c'est que le secret du source est protégé par la loi, mais n'est pas sanctionné pénalement. Et je pense qu'un gouvernement, notamment avec un garde des Sceaux, qui se dit être le garde des Sceaux des libertés publiques, aurait intérêt à se pencher sur la question et à réformer la protection des sources des journalistes. C'est un serpent de mer, ça fait des années qu'on tourne autour, mais à adjoindre une sanction pénale réelle de la violation du secret des sources des journalistes, qui est un principe qui me semble être démocratiquement essentiel. Oui, moi j'y mettrais quand même un bémol. Parce que quand vous avez des magistrats qui eux-mêmes, parce que ça c'est des cas avérés, violent le secret de l'instruction, sachez quand même que ça pose un problème. Mais monsieur le maire, on en revient à votre remarque. Il faudrait que ces magistrats fussent sanctionnés. Je veux dire, nous sommes l'un des rares pays où les magistrats, et c'est pas pour tirer sur l'ensemble de la profession, mais effectivement, il y a des très bons magistrats. Il y a une sorte d'impunité dans bien des dossiers. On l'a vu sur des sujets différents, de voir des parquets qui n'avaient pas correctement fait leur travail et envoyer devant le tribunal correctionnel des gens qui avaient de très grosses relaxes, qui n'auraient jamais dû arriver devant le tribunal correctionnel. Mais c'est un préjudice énorme. Énorme. Et ça n'est pas sanctionné. Mais vous voyez, je nous trouve un peu loin des sujets, parce que je me souviens
de l'effet qu'avaient fait dans les médias les écoutes des Invalides, les écoutes téléphoniques de l'Élysée, du temps et pendant le mandat du président Mitterrand. Bien sûr. Et je trouve que sur l'affaire Sarkozy, on passe comme si c'était normal d'écouter les avocats, comme si c'était normal d'écouter les journalistes, et on va découvrir d'ailleurs qu'on a écouté d'autres personnes. Quand il était avocat, on est chez les dingues. À un moment donné, il faut faire un constat qui est un constat réaliste. C'est qu'en réalité, ces pratiques-là se sont généralisées. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a une écoute massive des avocats dans notre pays. On sait très bien qu'il y a un problème qui est non pas un problème ancien, mais un problème nouveau et aggravé de respect des sources des journalistes. Alors respect par l'autorité publique. Quand j'entends un président de la République comme Emmanuel Macron, a fortiori en plein procès des attentats de Charlie Hebdo, donc l'attaque ultime contre la liberté de la presse. Donc un président de la République qui attrape un journaliste sur la question libanaise, qui l'attrape par l'oreille comme on attrape un écolier pour le réprimander d'avoir donné une information. Alors il se trouve que c'était aussi dans le Figaro, alors que c'est un grand reporter, qu'il a été Georges Malbruno, pour pas le nommer, qu'il a été Malbruno, qui a quand même passé juste quelque chose comme 140 jours avec l'armée islamique en Irak. Bon, donc je suis pas sûr qu'il ait très peur d'Emmanuel Macron, mais enfin qu'il le réprimande comme un écolier en public, etc. Et par ailleurs, les grosses multinationales qui ont généralisé l'écoute des journalistes, l'intox des journalistes, etc., et qui ont des pratiques qui sont des pratiques extrêmement limites, voire illégales. Et on sait bien que c'est un énorme problème démocratique et qui n'est pas un problème ancien, mais qui est un problème, pour le coup, radicalement nouveau et extrêmement grave. Allez, on va passer au premier sujet qui concerne ce sondage qui a été réalisé pour CNews, qui incarne le mieux l'autorité. Alors tiens, je vais faire un petit vous connaissez les résultats, donc c'est pas drôle, mais c'est l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui arrive en tête. C'est la personnalité politique qui incarne le mieux l'autorité de l'État, selon ce sondage. 58% des Français. On retrouve juste derrière Nicolas Sarkozy, 54%, suivi de l'actuel Premier ministre Jean Castex. Et ensuite arrive le chef de l'État Emmanuel Macron, 42%. Xavier Bertrand, tout de suite après. Et Marine Le Pen, 39%. Ça vous C'est la première étonne ? femme. C'est la première femme. C'est un peu sexiste comme liste. Non, je pense qu'il y en avait d'autres. Je pense que la vision de l'autorité soit immédiatement reliée aux hommes. C'est intéressant. Oui, mais hier, je voyais sur CNews, il y avait un teasing qui était fait. Et dans le tour de table, les gens répondaient Marine Le Pen. Les gens vous répondent Marine Le Pen comme incarnation de l'autorité. Donc, l'ordre juste de Ségolène n'a pas. Non, moi je ne dirais pas de sexisme. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le décalage entre d'un côté l'ancien Premier ministre Édouard Philippe et à au moins 10 points derrière, je n'ai pas sous les yeux les chiffres, 48, à quelques points derrière l'actuel président de la République, alors qu'il formait une équipe en tandem. On peut se poser des questions. Est-ce que, par exemple, le message gouvernemental ou le message présidentiel est trop confus? C'est aussi ce que peut-être nous disent nos concitoyens. Un peu, en tout cas ils le ressentent comme ça, un peu trop confus, puisqu'ils disent autorité de l'État, le sens de l'État, le sens de la direction. Probablement le président de la République paie aussi les hésitations du gouvernement, alors que Édouard Philippe était Premier ministre. Donc ils attendent quelque chose probablement d'extrêmement clair. Je crois qu'il faut relativiser ce sondage. Pourquoi ? Parce que Édouard Philippe bénéficie du fait qu'il a dit au revoir à M. Macron, qui est l'homme aujourd'hui qui a perdu vraiment sa crédibilité et qui est, et ça va poser un problème, presque une crise de régime, qui non seulement a perdu sa crédibilité, mais suscite, je dirais, colère de la part des Français. Enfin, d'une grande partie des colères quand on regarde les sondages. Donc il y a là véritablement une sorte de... puisque Philippe a claqué la porte et donc il apparaît plus sympathique vis-à-vis de quelqu'un qui l'a servi pendant 3 ans. C'est comme ça que je l'analyse. Mais il faut relativiser tout ça parce que, bien sûr, j'entendais des commentaires sur une radio d'État en disant ça va pas faire plaisir à Macron, mais si Macron a viré Philippe, c'est qu'il lui faisait de l'ombre. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous pensez que le sondage n'aurait pas été le même si Édouard Philippe avait été en place? C'est évident.
C'est évident. Alors il y a un moment, il avait une popularité légèrement supérieure, effectivement, à Macron. Mais enfin, c'est le couple, et je dirais, ils vont dans le mur tous les deux. Alors, ce qui est très étonnant dans ce sondage, juste pour compléter, c'est que Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont quasiment à égalité. 36-37% des Français, qui ont été sondés, estiment qu'ils incarnent l'autorité, ce qui prouve bien qu'il y a... L'autorité, c'est pas ça. Moi, je suis toujours perplexe sur la cote de popularité ou de l'arrivée en tête d'Édouard Philippe, dont on dit qu'il bénéficie d'une très bonne image parce qu'il a bien géré la crise. Mais enfin, alors je ne sais pas qui est sondé, mais est-ce qu'on peut dire qu'Édouard Philippe, Premier ministre, a bien géré la crise sanitaire ? Il a fait comme tout le monde, il a suivi. C'est quand même ce gouvernement qui a basculé dans l'absurde en ce qui concerne les masques, en ce qui concerne les tests. Donc c'est très étrange cette dichotomie entre son bilan réel, si on veut être objectif. C'est-à-dire qu'il est comptable des problématiques, des écarts de langage de Madame Ndiaye, du fait que Madame Buzyn soit partie en pleine épidémie. Enfin, il faut se remettre dans le contexte. Mais il en sort avec effectivement une image très positive. Oui, qui doit certainement tenir à son côté un peu. Vous savez, moi, je me souviens de mon collègue. Excuse-moi, je voudrais juste rappeler une chose. Je me souviens de mon collègue, puisque j'ai été député avec lui, qui arrivait à l'Assemblée nationale. Monsieur Philippe arrivait, grand seigneur, se posait à son siège, ne parlait à personne. Il y avait qu'un gars qui venait de temps en temps à côté de lui, et il était comme cela. C'est-à-dire qu'il a une sorte de retenue naturelle qui peut imposer, je dirais, un certain respect, mais nous, c'était plutôt de dire, sois pas trop méprisant. Allez, on va y revenir dans un instant. 0826 300 300, qui incarne le mieux l'autorité pour vous? On vous attend sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, et le débat continue même pendant la pub. 0826 300 300, qui incarne le mieux l'autorité? C'est Édouard Philippe qui est arrivé en tête avec 58% des sondés qui ont répondu que c'était lui qui incarnait le mieux cette autorité. Alors Jean-Claude Beaujour. Moi là où je dirais qu'il y a une réserve à prendre aussi sur le sondage, c'est derrière, il y a des arrière-pensées. On se dit sondage veut dire élection présidentielle. Ne nous y trompons pas, c'est pas un sondage pour l'élection présidentielle, d'une part. C'est simplement une photographie du moment sur la notion d'autorité. Et puis par ailleurs, le Premier ministre ancien n'est plus aux affaires. Là où le président de la République actuel doit avoir un message beaucoup plus clair sur les objectifs, sur la crise, sur un certain nombre de sujets. Alors on a parlé de citoyenneté, etc. On attend des mesures claires, on attend quelque chose de très simple, et c'est là où, de mon point de vue, cela pêche sur le discours. Ouais. Parce que les Français, le français de base, vous savez, il fait pas de la littérature, il vous attend sur des réponses précises. Voilà, en matière de sécurité, lorsque vous attendez un jugement et qu'on vous dit, le type qui s'est mal comporté, on va le juger dans un an, le français comprend pas. Et c'est vrai que le problème de l'autorité à ce moment-là est posé, et c'est le président de la République, parce qu'aujourd'hui, nos institutions ont fait que le président de la République incarne probablement l'espoir, mais il est aussi celui que l'on rend coupable, ou en tout cas responsable de tout. C'est la fameuse monarchie républicaine dont on a beaucoup parlé. Mehdi Ouraoui. Bon, moi, je vais être honnête avec vous, je pense que le sondage est quand même assez bidon, pour une raison simple, c'est que en réalité... T'as raison, camarade. On joue aux petits chevaux en lançant des noms comme ça, mais la réalité, c'est que cette obsession de la sécurité, cette obsession de la question de l'autorité, etc., c'est toujours un truc de président de la République, 2 ans avant une élection présidentielle, qui se demande comment il va être réélu. Hollande faisait la déchéance de nationalité, il y a eu la question évidemment de Papivoise et de la question de la sécurité avec le duel Jospin-Chirac. Sarkozy en avait fait une marque de fabrique, il l'avait accentué. Il suffit de reprendre les archives de l'époque. Il avait accentué la chose avant 2012. Bon, tout ça en réalité cache un sentiment beaucoup plus profond dans la société française, qui est un sentiment de délitement républicain. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de parler d'ensauvagement, mais d'incivilité quotidienne qui sont parfois extrêmement brutales. Moi, je prends le cas par exemple. Il y a des mots pour chaque chose. Il y a des incivilités et il y a des violences. Et il y a des violences. Il y a des violences. Il y a les violences, et puis au quotidien, il y a ces comportements qui sont devenus des comportements parfaitement inacceptables, qui sont des comportements semi-violents, disons, qui restent encore à peu près tolérés dans la société dans laquelle on vit, mais qui en réalité sont de plus en plus brutaux, de mal parler aux fonctionnaires, de mal parler à l'institutrice, de mal parler aux guichetiers, voilà. Ça, c'est de l'incivilité. Non, c'est pas de l'incivilité, il faut bannir ce terme. De s'insulter.
de s'insulter pour une place de parking, etc. Et donc, on est incapable de... délire. Ce n'est pas un président de la République en jet ski qui pourra rétablir profondément, dans la profondeur de la société, un sentiment d'autorité. Ça, je suis désolé, mais en fait, l'autorité, dans toute société, qu'elle soit plus occidentale ou plus orientale, qu'elle soit plus ancienne ou très moderne comme aujourd'hui, eh bien, je suis désolé, mais ça repose essentiellement sur des gens qui s'appellent les parents. Et malheureusement, que ce soit la droite et la gauche, depuis des années et des années, on a renoncé à demander aux parents d'éduquer leurs enfants, de leur donner des valeurs, de transmettre des valeurs. Et on croit que... Mais pas que. Mais oui, vous avez raison. Vous parlez des enfants, mais là, on parle de violence entre adultes, de violence gratuite. Et juste, je voulais l'évoquer hier et j'ai pas eu le temps de le faire. C'est dans le Parisien. Il y avait un article sur cette cité dans le 19e arrondissement de Paris, la cité Reverdit, où il y avait un gros trafic de drogue. Les dealers ont été arrêtés, sont allés en prison. Et puis d'un seul coup, ils sont ressortis et il n'y a pas d'autre mot. Ils sont en train de semer la terreur là-bas. Ils cassent les caméras. Ils éteignent la lumière de la ville. Ils ont terrorisé le gardien. C'est le gardien qui s'en va. Donc quand vous avez un Gérald Darmanin la semaine dernière qui dit la peur doit changer de camp, la drogue c'est de la merde et vous allez voir ce que vous allez voir, et que vous avez des gens qui vivent l'inverse de ce qu'ils entendent. Parce que c'est un truc de politicien. Parce que les mêmes. Mais donc vous pouvez pas dire qu'il y a de l'autorité quand vous voyez que des dealers font ce qu'ils veulent. Précisément, c'est pour ça. Pourquoi ? Parce que les mêmes qui roulent des mécaniques et qui nous parlent de sécurité depuis 20 ans sont les mêmes qui suppriment des postes de juges. Et donc on en revient à ce que disait... Non, il n'y a pas eu de poste de juge supprimé. Il n'y a pas eu de poste de juge supprimé. Il n'y a peut-être pas de poste de juge, mais c'est bien ça. Lorsque l'état de droit, il ne suffit pas de proclamer... Vous savez, il ne suffit pas de proclamer l'état de droit et de proclamer l'ordre et l'autorité de l'État. Si la sanction ne vient pas. Encore faut-il se donner les moyens. Qu'est-ce qu'on met en œuvre? Sanction en cas de non-respect. Et ça n'est pas au rendez-vous. Lorsque vous avez quelqu'un qui est sanctionné devant le tribunal correctionnel, vous savez, parfois, les justiciables sont plus au courant que nous, avocats ou auxiliaires de justice, des remises de peine, des tours de passe-passe, des trucs, ce sont eux qui parfois nous enseignent, disent on pourra faire ci, on pourra avoir ça. Donc ça veut bien dire que c'est rentré dans les mentalités. Voilà, donc pas de punition. Finalement, c'est le sentiment. Alors même s'il y a des punitions, mais c'est ce sentiment d'impunité. Il faut aussi que dans les quartiers, l'ordre revienne. Et quand on dit zone de non-droit, que ce soit effectif. Or aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et notre collègue a raison lorsqu'il dit les parents. Mais si derrière il n'y a pas, on n'offre pas en matière d'emploi, en matière une société plus apaisée de politique publique sur ces questions, eh bien qu'est-ce que vous voulez? Les parents sont aussi, et je suis parent, sont aussi... Je m'étonne que notre ami de gauche, salut camarade, fasse appel, je dirais, à l'éducation des parents, parce que malheureusement, il y a des parents parfois, moi je connais des cas où la mère est complètement dépassée, où le gamin depuis 13-14 ans fait ce qu'il veut, donc véritablement, c'est un problème majeur, c'est-à-dire effectivement la désintégration d'un milieu familial qui n'a jamais existé. Donc, il y a un problème de sanctions, parce que les sanctions ne viennent pas. Il y a, et là, ça c'est souvent la justice, avec d'autres moyens. C'est certainement pas toujours la prison. Moi, je croyais beaucoup dans les expériences qui avait été l'amiral Braque de la Perrière, qui c'était, je dirais, un encadrement militaire pour rééduquer. On s'entend, il ne s'agit pas, c'est pas le bataillon d'Afrique, hein, c'est pas Tataouine, mais c'est quand même véritablement une possibilité de prendre ces garçons, la plupart, de les mettre dans un milieu où on serre la vis, où on se lève le matin à heure fixe, où on se couche à heure fixe. Voilà. Et ça, c'est jouable. Et c'est pas les travaux d'intérêt général, hein, parce que les travaux d'intérêt général, moi je les connais, ça ne vaut que pour celui qui a intégré la sanction comme étant nécessaire. Mais quand vous avez un loupard qui vient des banlieues et qu'on lui dit de faire ça, il dit non, je bouge pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend le fouet? Non. Rien. Ouais. Médiora, oui. Non, ce que je veux dire, c'est que simplement, tout ça est un discours qu'on a déjà beaucoup entendu et que tout ça. Mais on le met pas en œuvre. Il faut arrêter, mais non, mais il faut arrêter de tout mélanger. C'est-à-dire que la police, il y a deux aspects. Il y a un aspect préventif, c'est-à-dire ça s'appelle les parents et l'école qui doivent donner des valeurs, qui doivent donner un cadre, et c'est le rôle de le faire. Et il y a un aspect curatif ou répressif qui s'appelle la police et la justice. Il faut arrêter dans ce pays de toujours tout mélanger et de toujours faire croire que c'est Gérald Darmanin avec ses petits bras. Avec ses petits bras et c'est du en même temps. C'est du en même temps. C'est du en même temps.
qui va conjurer la désintégration de l'école dans certains quartiers, la désintégration sociale dans certains quartiers, qui va et en général dans la société, c'est ce que vient de dire Jacques Miard, mais voilà. Et donc, moi, ce qui m'exaspère, c'est cette hypocrisie qui consiste à faire croire qu'on va arriver homme providentiel et régler le problème. Oui, non, mais vous avez raison. Là-dessus, on ne peut être que tous d'accord. Ouais. Allez, je voudrais qu'on parle quand même du Covid, de la stratégie du gouvernement, les tests, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Jean-Claude Beaujour, espèce de grand bazar à la fois sur l'attente, sur le manque de réactifs, sur les prix. Ce matin, le Parisien nous apprend qu'on est le pays d'Europe où les tests coûtent le plus cher. Aujourd'hui, le ministre de la Santé, à 17h, fera un point sur la stratégie du gouvernement. Alors moi, je croyais que la stratégie, on l'avait eue avec le Premier ministre vendredi dernier, visiblement. C'est pas la même chose. On a appris hier dans Le Monde, ce matin dans le Figaro, que le Conseil de défense s'était mal passé, que Olivier Véran s'était fait remonter les bretelles parce que lui était pour le principe de précaution et que le président de la République a dit il faut apprendre à vivre avec le Covid. Donc déjà ces fuites du Conseil de défense, moi ça m'étonne un petit peu, même si ce sont des fuites vraisemblablement organisées, mais c'est vraiment le grand flou. Vous voyez, c'est là où on est complètement perdu. Ouais. D'un côté, vous dites que le ministre, peu importe ce qui s'est dit, fuite ou pas fuite, c'est pas important. C'est l'état d'esprit qui compte. Ouais. D'un côté, on nous dit que le ministre de la Santé, qui est un grand médecin, nous dit principe de précaution. Qu'est-ce que cela veut dire pour le citoyen que je suis? De l'autre côté, le président de la République qui dit on doit apprendre à vivre avec. Ça, c'est une évidence. De toutes les façons, tant qu'on ne l'aura pas éradiqué, on vivra avec. C'est pas on doit apprendre, on vivra. Conséquence. Que faire? Que dire aux citoyens comme moi, lambda, au-delà des mesures que nous prenons? On est tous arrivés avec nos masques, on se lave les mains en permanence, etc. Et pas de réunion. Alors pareil pour les réunions. Est-ce qu'on peut être à plus de 10, moins de 10, moins de 20, etc. Dans la sphère privée, dans la sphère publique? Ce dont on a besoin, c'est un message clair qu'on puisse comprendre. Et je comprends qu'on ne puisse ne pas être absolu sur les résultats qui seront obtenus, mais au moins qu'on ait une marche à peu près claire de gens qui me semblent être très intelligents et expérimentés. Oui, et là, la marche, elle n'est pas claire du tout. Oui, moi j'ai l'impression que rien n'a changé depuis l'apparition de cette pandémie. Qu'on a un gouvernement qui a constaté la carence de ses moyens d'action, très clairement. Et il faut dire aussi les choses, qu'on a un ministère de la Santé où les administrations centrales sont complètement livrées à elles-mêmes, autonomes, indépendantes, ne font que ce qu'elles veulent. Bref, plein d'acteurs qui agissent de manière désordonnée, l'État qui est incapable de coordonner tout ça. Et finalement, en lieu et place d'une action publique, on a un plan de communication plutôt qu'un plan stratégique, avec des totems. Alors hier c'était les masques, aujourd'hui c'est les tests. Le Premier ministre est très très heureux de nous annoncer qu'on est le 3e pays au monde qui teste le plus. Mais ça sert à quoi d'être le 3e pays au monde en termes de nombre de tests? On préférerait être le pays au monde où on trace le mieux, où les tests arrivent le mieux. Parce qu'il y a le même nombre de tests qui sont faits en Allemagne. Et vous savez ce qui se passe en Allemagne? Ce matin dans la presse, ils sont très très inquiets les Allemands parce que le temps moyen pour obtenir le résultat de votre test est de 24 heures et qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On est sur... on aligne les totems, on prend des sujets, alors il y a eu la chloroquine mais il y en aura un autre demain, et ça sert au gouvernement à donner l'impression qu'il agit, alors qu'en fait, il continue à ne pas gérer le bazar entre les acteurs privés, les acteurs locaux, les acteurs publics nationaux. On est vraiment dans l'affaissement de l'État. Mehdi Ouaroui parlait de délitement de l'État, mais cette crise du Covid, elle montre bien le délitement de l'État. Absolument. Et il ne reste finalement comme acteurs qui essayent de faire avec leurs moyens ce qu'il faut que les acteurs locaux et les citoyens, parce que c'est la dernière chose que je voulais dire, dans tout ça, finalement, ceux qui se débrouillent le mieux. Et le gouvernement a la chance d'avoir un peuple aussi sages que les Français. Parce que nous, les consignes, quelles qu'elles soient, même si elles sont absurdes, on les applique. Ouais. Donc il faut que le gouvernement nous donne des consignes qui soient vraiment efficientes. Et on les appliquera. Ce qui est certain, c'est que la communication, la multiplication des protocoles, qui parfois sont longs, etc., tout cela devrait être ramené à un certain nombre de principes fermes. Voilà, dans le centre-ville, on porte le masque, on se lave les mains, etc. Quelques consignes fermes. Et ensuite, on appelle bien sûr à la responsabilité de chacun, parce qu'on ne peut pas mettre un flic derrière chaque Français, Dieu soit loué. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les tests, ça ne fonctionne pas. J'ai appelé la préfecture chez moi en disant, parce qu'on va me poser la question, est-ce qu'il est possible d'organiser des tests? On m'a dit, on va vous mettre sur la liste d'attente. C'est aussi simple que ça.
parce que ça ne suit pas derrière, parce que ça demande une organisation, une mobilisation de moyens que visiblement n'est pas là. Et quand vous dites qu'effectivement en Allemagne, les tests, on a les résultats 24 heures après, ça pose question, puisque tout à l'heure vous disiez que c'était 7 heures et encore, c'était à Roissy ou à Orly, c'est-à-dire dans des endroits où normalement ça devrait aller plus vite qu'ailleurs. Donc là, je crois que le gouvernement doit simplifier sa communication, s'en tenir à quelques principes compréhensibles de tous. Mais le problème, c'est qu'il y a des va-et-vient perpétuels. Oui. Là-dessus, on voit bien que non seulement il y a de la navigation à vue, mais c'est qu'effectivement, on nous a dit au départ, on ne savait pas, la Covid était inattendue, on découvre, mais nous sommes en septembre. Oui. Lorsque le pouvoir exécutif, lorsque l'administration met en place des mesures, c'est le b.a.-ba, il faut s'assurer que derrière, l'opérationnel va suivre. C'est la fameuse intendance dont parlait le général de Gaulle, pardonnez-moi, mais suivra. Là, on a le sentiment qu'on dit, voilà, on va faire des tests, et puis derrière, on dit, patatras, mais vous savez, les tests, c'est plus compliqué que ça, on n'y arrive pas. Alors, il faut savoir, comment voulez-vous mettre en place une mesure? Et ça crée de l'incertitude, ça crée le cafouillage, et effectivement, c'est ce qui fait qu'il y a une remise en cause. Un dernier point, le problème avec l'autorité, le Covid, etc. Nos concitoyens ont le sentiment, finalement, non seulement qu'il n'y a pas de ligne directrice, mais ils ont le sentiment que nous ne sommes plus crédibles. Nous perdons, entre guillemets, tous ceux qui sont aux responsabilités, y compris les leaders d'opinion, nous ne sommes plus crédibles. Et c'est aussi ça le problème de l'autorité. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Relisez les études de Cobivov, ça dure depuis 20 ans. Bien sûr, j'ai pas dit que c'est nouveau. Sauf les maires. J'ai pas dit que c'est nouveau, mais en tout état de cause, ça accroît le problème de la crédibilité. Mehdi Ouraoui. Mais je crois que ce qui est même encore plus grave, c'est que ça touche à la confiance qu'il peut y avoir dans l'État lui-même. Bien sûr. Et on sait très bien que l'État en France, c'est ce qui a structuré la République, c'est ce qui structure incarner juridiquement la République et la nation. Et évidemment, quand on commence à douter de l'État en France, il ne faut pas s'étonner ensuite que les gens doutent de la République, doutent des principes fondamentaux, etc. Non, le plus effrayant, honnêtement, dans toute cette affaire, évidemment, c'est quand même que la France du manager Macron sous le Covid, c'était l'URSS sans le socialisme. C'est-à-dire qu'on a eu droit au village Potemkin, c'est-à-dire qu'on allait dans les hôpitaux pour montrer que tout allait bien, alors qu'on savait très bien que ça n'allait absolument pas bien. On a eu droit aux longues files d'attente, vous savez, les longues files comme on voit dans les livres d'histoire maintenant, devant les magasins en Pologne ou dans les républiques socialistes. Et on avait même les héros, alors les grands héros comme Stakhanov, donc là on avait Olivier Véran, regardez comme il gère tout bien, il est magnifique, il est merveilleux. Mais en réalité, c'est totalement effrayant sur le niveau, alors pour le coup, de délitement. Dans le délitement, il y a le mot élite, c'est assez amusant, de délitement des élites françaises, notamment des élites publiques. Et là, il faut ajouter un point, c'est que la sortie qu'a fait le président de la République, la sortie qu'a fait le président de la République sur le ministre de la Santé accroît ce manque de crédibilité. Cette défiance, parce que franchement, je trouve, parce qu'il essaie de se donner le bon rôle en disant, vous voyez, je remets de l'ordre, mais pas du tout. Il accroît le désordre. Le désordre. Alors, on y revient dans un instant. Petite pause sur Sud Radio et on est avec vous jusqu'à midi. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Vous retrouverez ensuite André Berkoff. Bon, on a fait un peu le tour. On est à peu près tous d'accord sur la grande pagaille et le grand flou qui règne autour des décisions sur le Covid. On va voir ce que va dire le ministre de la Santé ce soir, qui avait tout de même disparu depuis quelques jours, quelques semaines. Et effectivement, la semaine dernière, on a vu qu'il y avait eu aussi un cafouillage. On nous avait annoncé qu'il allait parler. Et puis, c'est le Premier ministre qui a pris sa place. Donc, on pourra commenter. Pour pas dire grand-chose. Pour pas dire grand-chose, absolument. C'est tout ça pour ça. J'aurais qu'on parle quand même de Bridgestone, donc le fabricant japonais de pneus qui a annoncé hier la fermeture de son usine dans le Pas-de-Calais. La direction a invoqué une concurrence asiatique et ils ont assuré que les 863 personnes qui travaillent sur le site se verront proposer un plan d'accompagnement. Alors on a entendu, c'est inadmissible, je n'accepte pas que, c'est incroyable. Mais il se passe quoi en vrai ? C'est bien le problème. C'est l'impuissance du politique. Et puis on peut se poser la question de ces fermetures qui prennent l'opportunité du Covid ou de la Covid, comme vous voulez. Jacques Miard.
Écoutez, il y a plusieurs réflexions à avoir. C'est le manque de politique industrielle dans ce pays, avec des moyens qui accompagnent la politique industrielle. Parce que c'est une multinationale, les décisions sont certainement prises au Japon ou ailleurs, et qu'on a peu, sauf à nationaliser, sauf à saisir l'usine, ce que peuvent faire des Américains dans un certain nombre de domaines. Hein. Il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Donc c'est un problème de moyens de l'État régalien pour avoir une politique industrielle suffisante, mais ça se bâtit et ça se fait pas dans l'urgence et devant le fait accompli. Donc de ce côté-là, on a failli depuis des années. Et ce sont des choses. De plus, effectivement, visiblement, cette succursale ou filiale, qui doit être une succursale en droit d'ailleurs d'une entreprise multinationale, elle a certainement touché de l'argent public. Et ben il y a un moment, il va falloir qu'elle la rende, mais il faut l'attraper. Parce que on est dans un domaine où ces multinationales jouent la mondialisation à fond et qu'il est très difficile parfois de rendre exécutoire des décisions de justice, même nationales. Donc c'est un problème de rapport de force et moi je suis pour un retour fort de l'État régalien en matière de politique industrielle et d'aménagement du territoire. Tout ça, où là, véritablement, le néolibéral et l'ultralibéral Macron a complètement capitulé depuis 3 ans. Oui, il n'y a pas que lui. Hein, il est non, ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Bien sûr, ça a commencé avant. Mais je l'ai suffisamment dénoncé. Il faudrait que Jacques Miard aille plus souvent dans les universités d'été du PS, parce qu'on aura besoin de gens comme lui pour repenser, parce qu'on attend la gauche sur ce sujet. Oui. On attend la gauche depuis l'État ne peut pas tout de Lionel Jospin. Et on en est toujours au même niveau. C'est-à-dire, moi je suis, comme Mehdi Ouraoui, affligé par l'absence de discours de la gauche dans ces cas-là. Vous avez raison Valérie, qu'est-ce qu'on fait à part de dire que c'est inacceptable? C'est vrai, cette entreprise, manifestement, ça fait des années que son actionnaire principal laisse cette usine aller à sa mort, et finalement le Covid donne un bon contexte pour en finir. Mais ça fait des années qu'on suit cette entreprise, et que l'État sait que tout en versant le CICE et le crédit d'impôt recherche à cette entreprise et à son siège social, de la même manière, l'actionnaire laisse cette usine aller à volo et a bien l'intention un jour ou l'autre de la fermer. Donc il y a un vrai problème effectivement de volonté de l'État et de sanctions de l'État par rapport aux entreprises. On a l'impression que l'État est totalement mais Bridgestone, ça arrive au même moment où on a un plan de relance de 100 milliards d'euros sans aucune contrepartie, ni obligation pour les entreprises. Dans quelques mois, vous aurez le même sujet où on verra des entreprises qui auront bénéficié du plan de relance et qui licencieront à tout va. Oui, mais je rappelle Philippe Martinez ce matin, qui était invité sur LCI, dit que ça fait partie des nombreuses annonces où la crise du Covid a bon dos, parce qu'il dit que ces restructurations étaient dans les tiroirs et on les ressort sous prétexte de la crise. Alors Mehdi Ouraoui. Ça, pour le coup, Valérie, c'est du darwinisme le plus simplement, non? C'est-à-dire que dans les crises, évidemment, et dans les famines, les gros s'en sortent mieux que les petits. Et souvent, même, s'en servent pour faire prévaloir leurs droits et faire prévaloir leurs lois. Mais surtout, ce qui est effrayant, c'est quand même que les politiques, depuis 30 ans, 40 ans maintenant, qui ont été complètement, les politiques françaises ont été complètement fracassées par la révolution néolibérale qui a été, pour le coup, pensée, imaginée, construite intellectuellement aux États-Unis. Donc ça fait des années qu'ils déversent de l'argent public, c'est-à-dire notre argent, quand même l'argent des citoyens, des contribuables, sur des entreprises auxquelles ensuite ils essayent de demander des comptes, et encore un peu frileusement. Donc maintenant ils se sont aperçus quand même que les citoyens n'étaient pas très contents, et donc il fallait parler un peu plus fort. Donc maintenant ils exigent, ils s'indignent, ils protestent. Bientôt on va voir Xavier Bertrand avec une banderole de la CGT devant l'usine Bridgestone dans quelques jours. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ces gens n'ont aucun recul ni sur ce qu'ils font, ni sur ce qui est nécessaire pour, par exemple, la transition écologique. Prenons un cas, et je finis là-dessus, mais prenons un cas pour le coup très français de M. Auchan, de M. Carrefour, qui ont touché des centaines de millions d'euros du CICE, qui ont viré des milliers, pas quelques centaines, des milliers de salariés, et qui n'auront jamais affaire à une taxe robot, par exemple, sur les machines qu'ils sont en train d'installer massivement, y compris dans la supérette du coin de la rue. Alors que, pardon, ils ne délocaliseront pas leurs machines
ils en ont besoin et on pourrait très bien avoir une taxe robot sur ces machines. Mais personne aujourd'hui ne peut avoir la volonté politique de le faire. Non. Je partage complètement la question sur la politique industrielle et précisément, j'avais il y a quelques années écrit un petit essai sur la France face à la globalisation et évidemment qu'il faut réindustrialiser. Évidemment que c'est là où nous avons besoin de politiques qui s'inscrivent dans le long terme, qui ont une vision globale des choses et qui ne soient pas simplement dans la communication. Et quand je dis vision globale, c'est que en l'espèce, là, tout de suite sur le problème Toyota, je pense, alors je comprends bien qu'il y a le Covid, mais je pense que précisément, c'est là où nous aurions besoin de ministres du commerce extérieur qui se rendent immédiatement à Tokyo et qui aillent rencontrer les autorités japonaises, parce que je peux vous dire, il se trouve que je connais bien le Nord pour y avoir des clients entreprises et je connais très bien le Japon. C'est là où il faut absolument aller à Tokyo négocier en pesant. C'est pas simplement en disant que on ne laissera pas faire. Vous savez, vous ne pouvez pas empêcher une entreprise, elle sortira son carnet de chèques, elle s'en ira. On ne pourra pas faire grand-chose en l'état du droit, bien entendu, sauf effectivement nationalisation, etc. Je crois qu'au demeurant, il faut avoir une personnalité française forte, en tout cas quelqu'un mandaté par le président de la République pour dire là maintenant on va négocier avec les Japonais. C'est tout ce qu'il y a à faire. Même si les Japonais sont un côté nationaliste ultra et verront où est l'intérêt de l'entreprise avec l'ancien métier. On est complètement là aujourd'hui. Il n'est pas de se demander qu'est-ce qui aurait été merveilleux. Ce qui aurait été merveilleux, c'est qu'une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires en France depuis plus de 60 ans, ces gens sont installés dans la région. C'est vrai qu'il aurait été souhaitable, qu'elle reste cette entreprise. En l'état actuel des choses, je pense qu'il faut que le président de la République envoie un émissaire à Tokyo et que ce soit discuter avec les autorités japonaises, parce que deuxième trimestre 2021, c'est dans 6 mois. Vous vous rendez compte qu'après le Covid, on dit dans 6 mois les choses seront arrêtées. Mais quand même, quand on voit l'absurdité de la situation, on a une usine qui fabrique des pneus en France qui sont commercialisés partout en Europe. Cette entreprise va être délocalisée certainement hors Europe pour que les pneus soient de nouveau acheminés dans l'Union européenne. Quelle est la réponse européenne? Là, il y a une question aussi européenne. Des profondis clamavi, préférence européenne. Enfin, regardez la chose telle que ça. Le tarif extérieur de l'Union européenne en moyenne, c'est 4%. Donc voilà, c'est tout. L'Europe, c'est un moulin avec les portes ouvertes. Et on dit Bridgestone et non pas Bridgetstone, comme j'ai dit. Ce que me dit une auditrice, Bridget, c'est Jones. Voilà. Qui veut dire pont de pierre en japonais. Ah d'accord, Bridgestone, voilà. Même en anglais. Même en anglais. C'est parce que le japonais avait traduit en anglais en Bridgestone. Merci à tous les 4. On se retrouve demain pour d'autres infos et dans un instant, c'est André Berkoff qui sera avec vous sur Sud Radio. Très bonne journée.